Donc on va commencer, il est 14h15. Bienvenue sur cette session. D'accord. Donc aujourd'hui on va aborder le sujet très vaste de gestion des remplacements. Donc on va faire du condensé. Donc quelle stratégie pour assurer la continuité des soins? Donc vous allez voir. Donc moi je vais me présenter, je vais commencer par moi. Donc moi je suis Franck Signol, je suis responsable du service avant-vente au sein de la société A6. Donc société A6, société éditrice d'un logiciel de gestion des temps et de planification. Et je suis accompagné aujourd'hui d'Antoine. Antoine Laurent, donc bonjour, ravi d'être ici aujourd'hui. Et je suis l'un des fondateurs de la société MedGo, donc jeune société qu'on a créée il y a un petit peu moins de 2 ans maintenant, qui est une solution de gestion des remplacements des soignants pour faire gagner du temps aux établissements de santé et les aider à solliciter en priorité leurs remplaçants de confiance et connus. Et aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 400 établissements de santé depuis 1 an quand on a commencé. Merci. Donc pour cette session, voici le déroulé qu'on va aborder avec vous. Donc en premier lieu, on va vous présenter l'absentéisme. Donc on va vous expliquer le phénomène complexe, comme je vous disais en préambule, avec des conséquences qui peuvent être majeures. Ensuite, nous verrons la gestion des remplacements. On vous présentera donc 4 axes stratégiques. On a fait le choix de 4 axes, donc on détaillera un petit peu ensemble. Ensuite, on va faire 2 focus. Un focus pour le personnel dit médical. Donc on va gérer, vous étiez juste avant sur une session en parlant des praticiens. Donc là, on va voir la gestion des remplacements, des échanges de garde notamment sur cette population de praticiens. Et dans un second temps, donc ça avec la solution Chronos. Et dans un second temps, vous aurez une présentation de MedGo justement pour les remplacements, pour le PNM, donc la gestion du personnel non médical. Alors effectivement, l'absentéisme, beaucoup d'entre vous doivent le savoir, est un vrai sujet pour les établissements de santé. On a eu l'occasion chez MedGo de creuser un peu le sujet et on voulait vous partager quelques enseignements dont le détail pourront être retrouvés dans une étude un petit peu plus complète. En gros, aujourd'hui, qu'est-ce qui cause l'absentéisme dans les établissements de santé? Il y a 3 causes structurantes à notre sens. La première, c'est une cause qui n'est pas forcément propre aux établissements de santé, c'est l'évolution du rapport au travail des personnes, une perte de centralité du travail, le développement de la société de loisirs, une certaine morosité des carrières. Donc ça, ce n'est pas forcément propre aux établissements de santé. Par contre, il y a aussi une perception contemporaine qui est un peu dégradée des métiers liés à la santé, malheureusement. Et à cet égard, c'est intéressant de voir, il y avait une étude qui a été publiée en 2017 qui classait la profession d'infirmière en 9e position des professions les moins épanouissantes. Donc c'est un peu symptomatique de cette évolution du rapport. Le deuxième, c'est l'évolution fréquente du contexte institutionnel et de la gestion des établissements de santé, que ce soit en 2002 avec la réforme du temps de travail, en 2004 la tarification à l'activité, en 2009 les réformes de la gouvernance des établissements de santé ou plus récemment la création des GHT en 2016. Tout ça, ça a des impacts organisationnels qui chamboulent un peu la gestion des RH dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et qui ont aussi un impact sur l'absentéisme de façon indirecte. Et dernièrement, les caractéristiques même du métier, des métiers de la santé, que ce soit les contraintes physiques, le travail debout, les longues distances parcourues, la manipulation des patients, les longs horaires, les contraintes psychologiques, confrontation à la mort, à la douleur, les risques d'agression. Tout ça, c'est aussi des facteurs aggravants pour l'absentéisme qui, je le redis, caractérise les établissements de santé. Comment ça se traduit en termes de chiffres dans l'étude qu'on a réalisée? On a calculé qu'en 2017, le taux d'absentéisme du personnel non médical s'élevait en moyenne à 8% dans les hôpitaux publics, à 7% dans les hôpitaux privés et cliniques et à 11% dans les EHPAD publics et privés confondus. On a modélisé ce que ça représente en temps, finalement, en jours, sur une infirmière en moyenne, finalement en jours de présence non effective. L'impact de l'absentéisme, on l'a vu, il y a quand même 28 jours en moyenne d'absence pour des raisons de santé, donc ce qui est très élevé. Cela cumulé, bien entendu, aux absences normales, à savoir les congés annuels, les RTT, les jours de congé maternité ou les jours d'absence autorisés. Ça
en moyenne, donne 74 jours d'absence pour une infirmière, qui sont des jours d'absence à gérer et que l'établissement doit pallier par différents moyens qu'on va vous présenter juste après. Effectivement, donc pour gérer cet absentéisme, on a choisi 4 axes qu'on va développer avec vous. Alors le premier axe, c'est l'appel aux heures supplémentaires, d'accord, pour vos IDE, vos AS, enfin votre personnel de soins. Ensuite, on verra également la notion de pool de suppléants, c'est-à-dire faire l'appel à un pool de remplacement. Donc ça, on va le détailler ensemble. On verra ensuite un troisième axe qui est le recrutement de contractuels. Et on terminera par aussi l'embauche d'intérim. D'accord ? Donc on a choisi ces 4 axes-là. Évidemment, il peut y en avoir d'autres. On a choisi de se focaliser sur cela aujourd'hui. On va tout d'abord aborder donc les heures supplémentaires. Donc les heures supplémentaires, petit rappel, hein, c'est toutes les heures qui vont être effectuées au-delà d'un cycle contractuel. Voilà, donc les heures supplémentaires, eh bien, c'est très complexe à suivre, à gérer, d'accord ? D'où la nécessité d'une gestion des temps généralement. Donc on va avoir différents plafonds, on va avoir différents seuils, on va avoir des contraintes légales liées à des temps maximum selon les jours, c'est ce que c'est de week-end, est-ce que c'est de férié, etc. Donc c'est un suivi assez complexe, d'accord ? Où tout doit être contrôlé. En moyenne, d'après une étude, on a défini qu'à peu près 9 heures d'heures supplémentaires étaient effectuées par mois pour le personnel de soins. En gros, 9 heures supplémentaires, pour un coût moyen d'environ 23 € de l'heure. D'accord ? Donc ça, ce sont des études assez complexes, d'accord, qu'on a réalisées, que Medgo a réalisées. Après, il y a des avantages de faire appel aux heures supplémentaires. Déjà, l'agent, il est connu du service, il connaît son service, il est familiarisé avec son service, d'accord ? Donc c'est un appel assez rapide. Est-ce que tu peux rester ce soir ? Est-ce que demain matin, tu peux combler un déficit en personnel ? Donc c'est quelque chose de très simple, très rapide. On va se mettre d'accord de façon assez ciblée. Ensuite, la ressource est donc, comme je vous l'expliquais, facilement accessible, d'accord ? Elle est dans votre service, dans votre UF, dans votre pôle, donc là, ça ne pose pas de problème. Et surtout, ça peut faire un revenu supplémentaire pour l'agent, d'accord, qui peut être majoré. Alors j'ai dit tout à l'heure, je réfléchissais là, j'ai dit que ça peut être payé, mais ça peut être également récupéré. Il y a cette notion de paiement et de récupération des heures supplémentaires. Il y a aussi ça, parce que ça va être important, parce que je vais vous dire pour la suite. Donc les points négatifs, je vous l'ai expliqué en préambule de cette stratégie, c'est qu'il y a un plafonnement des heures, donc il faut contrôler le légal, d'accord, pour ne pas dépasser. Donc tant que faire se peut, essayer de contrôler tous ces fameux seuils, d'accord. D'où le risque ici du non-respect des notions de repos légal. Okay. Et enfin, c'est pour ça que je vous ai fait la précision de notion de récupération. Ben voilà, si vous avez entre guillemets un compteur qui va cumuler du temps de récupération, eh bien voilà, on rentre dans un cycle infernal, le compteur va exploser et du coup, quid de ce compteur en fin de période ? Je le reporte, je ne le reporte pas et ce sont des compteurs qui gonflent, sachant que vous êtes en déficit de personnel, vous ne pouvez pas faire récupérer vos agents. Donc voilà, donc c'est un cercle infernal, d'accord ? Donc voilà, donc ça peut être un point négatif d'avoir un recours sur ce premier axe stratégique de notion de remplacement. Deuxième axe qu'on voulait développer avec vous, c'est la notion d'appel à pool de remplacement, pool de suppléance, pool de... Voilà, donc plusieurs terminologies. Encore une fois, qu'est-ce que c'est ? C'est assez pratique, c'est une UF, c'est une unité fonctionnelle qui est présente dans l'établissement, d'accord ? C'est une entité reconnue où vous avez des agents qui sont détachés pour faire du remplacement au sein des autres services. Donc c'est vraiment de la mobilité inter-service, d'accord ? Donc c'est une organisation propre à l'établissement. Alors, ça peut être par UF, par pôle, hein, il y a plusieurs organisations au sein de nos établissements de santé. Donc c'est un coût neutre dans le sens où ce sont des agents qui font partie de l'établissement à contrario d'un appel à du personnel externe, d'accord ? Donc c'est vraiment entre guillemets des personnes appartenant à l'organisation. Et donc, comme je vous l'ai indiqué juste avant, c'est une organisation en unité fonctionnelle, donc c'est bien connu de l'établissement. L'ensemble des agents, l'ensemble des cadres connaissent le mode de fonctionnement, etc., avec des réunions régulières pour affecter l'ensemble de ces agents de pool dans les différentes unités fonctionnelles. Donc les points positifs de cet axe, donc les remplaçants sont généralement formés, c'est des gens que vous connaissez, qui font partie du pool, peut-être que vous avez déjà eu une intervention dans votre UF. Préserver la qualité de vie de vos agents qui sont au sein de votre UF, c'est-à-dire que voilà, vous faites appel à de la ressource interne au travers de pool, donc du coup vous préservez la qualité de vie de vos agents et vous avez un peu plus une garantie, je dis bien un peu plus, je nuance, du respect du légal vis-à-vis de vos agents qui sont titulaires dans votre UF.
Les points négatifs de cet axe stratégique, on va pas forcément couvrir 100% des besoins, d'accord. Un pool de remplacement, c'est pas une organisation voilà, infinie. On a un nombre fini d'agents, donc on ne va peut-être pas répondre à l'ensemble des besoins de l'institution. Un danger qu'on a aussi remarqué, c'est qu'on peut peut-être institutionnaliser l'absentéisme. C'est-à-dire en gros, c'est pas grave, je vais faire appel au pool de remplacement parce que j'ai un déficit de personnel, etc. Ça peut être un danger, d'accord. Et je l'ai dit juste avant, manque de flexibilité, dans le sens où, évidemment, on a un nombre de personnel fini au sein de ce pool de remplacement. On ne peut pas faire appel comme ça à N personnes pour pouvoir combler notre déficit en nombre de ressources. Je vais laisser la parole à Antoine qui va vous présenter les deux autres axes. C'est celui-là. Donc, le troisième axe, c'est ce qu'on appelle les contractuels externes, ou par abus de langage, ce que vous devez connaître sous le terme de vacataire, qui est vraiment un abus de langage parce que ça n'a pas forcément du sens dans tous les établissements de santé dans lesquels il est utilisé. Ce sont soit des personnes qui ont choisi comme mode de vie de travailler sur un mode de contrat court, des CDD, justement pour avoir plus de flexibilité dans leur travail, plus de liberté, soit des personnes qui peuvent faire des petits contrats en CDD ponctuellement pour pallier des besoins, pour arrondir les fins de mois et pour travailler un petit peu plus par rapport à un emploi par ailleurs. En termes de coûts pour les établissements de santé, c'est un léger surcoût dans les établissements privés, puisque comme il s'agit de CDD, l'établissement doit payer 10% en plus, qui correspond à la prime de précarité pour les contrats courts. Il y a un certain nombre d'avantages à utiliser ces contractuels externes, les deux principaux étant que c'est un réseau que l'établissement va se constituer, et donc ils sont recrutés et choisis par l'établissement. Ils sont vraiment intégrés dans un réseau suite à un entretien, c'est l'établissement qui les choisit et donc qui les connaît. Et la deuxième chose, je le disais, c'est que l'établissement, comme il les intègre dans un réseau, il va les solliciter de façon assez récurrente, donc ils vont s'habituer à l'établissement, connaître les pratiques, et ça va devenir finalement une personne formée à l'établissement, compétente et qui connaît la culture de l'établissement. La contrepartie évidente, c'est que ce temps de formation, cet investissement pour former ce contractuel ou ce vacataire, rien ne garantit que ça va créer une relation pérenne entre l'établissement et le vacataire, qui va peut-être trouver un CDI à côté et partir du jour au lendemain. Et le deuxième désavantage de solliciter ces contractuels externes, c'est que ça génère énormément de complexité administrative avec la génération des contrats à faire derrière, sur des contrats très courts, ça peut faire beaucoup de volume, les déclarations à l'URSSAF, faire signer les contrats systématiquement. Donc il y a une charge derrière qui est du côté d'établissement et qui crée des coûts de gestion et d'organisation. Et le dernier axe, la dernière stratégie de remplacement, c'est solliciter un intérimaire, donc passer par une agence d'intérim. Donc c'est une prestation de service qui va être facturée à l'établissement avec un coût qui va être entre 30 et 70% plus élevé qu'un recrutement en direct d'un contractuel que l'établissement connaît déjà, puisque l'agence d'intérim apporte un service supplémentaire. Le service qu'apporte l'agence d'intérim, déjà c'est une réactivité parce qu'on se situe dans des cas d'urgence, on a besoin de trouver un intérimaire et ils ont un réseau important qui va permettre d'être très réactif dans les besoins de remplacement. Et bien entendu, il y a la prise en charge du risque et des formalités administratives. Du risque au sens où c'est l'agence qui va porter le salariat de la personne, et des formalités administratives, c'est l'agence qui va porter le salariat, s'occuper du contrat, s'occuper de la paye, etc. Les inconvénients de l'intérim, je le mentionnais, c'est que ça a un certain coût qui peut être élevé pour certains établissements. Les intérimaires aussi ne sont pas ou peu souvent choisis par l'établissement. On leur propose un intérimaire et finalement ils ne le connaissent pas forcément, et donc il peut y avoir une méconnaissance des pratiques de l'établissement ou de la culture de l'établissement qui peut être néfaste par rapport à un vacataire que l'établissement connaît déjà. Pour vous illustrer tout ce qu'on vient d'aborder avec vous, là, notamment les différents axes, on va développer pour deux populations donc, cette notion de gestion des remplacements.
Donc on va vous montrer deux outils, d'accord, innovants. Première partie, on va s'appuyer sur la population praticien, population médicale, d'accord. Donc je vous ferai une présentation de solutions de remplacement, et notamment axée sur les notions de garde pour les praticiens. D'accord, donc on va avoir peut-être un déficit de garde, un déficit sur une ligne de garde. Donc on va voir ce que peut proposer un outil digital. Et ensuite, dans un second temps, vous verrez avec Antoine la partie personnel de soins, donc le PNM, partie personnel non médical, où on proposera aussi une notion innovante de gestion des remplacements. Donc, juste un petit point pour cerner un peu très très rapidement la notion personnel médical. Donc déjà, juste un petit focus et une petite parenthèse. La notion la gestion du temps pour le personnel médical est une gestion assez complexe, d'accord, surtout avec les différents décrets, différentes lois, différentes réformes qui se sont succédées ces dernières années, notamment tout ce qui est gestion des déplacements, la notion des temps de travail additionnels, les repos de quotidien de sécurité, tout ce qui est avec les populations, on va dire temps continu, temps non continu, d'accord, et donc des personnes qui sont à la demi-plage, des personnes qui sont gérées en heure, enfin bref, beaucoup de contraintes légales, beaucoup de choses à suivre, d'accord. Moins de latitude pour choisir ses horaires. Les praticiens est une population qui pouvait encore adapter, choisir ses horaires, surtout pour le temps non continu, pour travailler à la demi-plage, d'accord. Et bizarrement, c'est quelque chose qui est en train, d'après une étude, de diminuer fortement. En 2003, par exemple, il y avait 44% des praticiens qui pouvaient choisir et adapter ses horaires. Et en 2013, on avait tombé à 30% des praticiens qui y choisissaient. Bon, tout ça, ça coïncide avec l'apparition aussi, la mise en place de la T2A, avec beaucoup de, comme je vous l'ai indiqué, beaucoup de contraintes liées au temps, d'accord. Donc voilà, donc ça c'est des choses. Et donc du coup, il y a une exigence aussi équilibre vie perso, vie pro. Donc en termes d'échange de garde et autres, ben voilà, on peut proposer des solutions. En fait, on a fait un constat, on s'est rendu compte dans notre base installée qui comporte à peu près 200 établissements de santé, pour le personnel médical, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'outils satellites qui émergeaient en fait au sein de l'établissement, parfois mis en place par les praticiens eux-mêmes, donc qui développaient des outils pour gérer leur ligne de garde, pour échanger, mais rien de formalisé, des choses pas forcément intégrées à un SI, un système d'information. Donc voilà, donc on avait des outils qui n'étaient pas en lien avec l'outil de gestion des temps qui était par exemple installé au sein de l'établissement. Donc aucun contrôle, aucun suivi, pas d'envoi d'éléments variables de paie, etc. Donc on s'est dit, ben voilà, peut-être proposer un outil collaboratif pour le lier justement à un outil qui va lui contrôler le temps et voir le bien fondé des planifications. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait participer un de nos clients, un CHU français de très grande taille. D'accord. Et on a analysé le besoin avec notamment le chef de service des urgences de chez eux, Edrea. D'accord. Donc il y avait un réel besoin ici de pallier à des déficits de personnel sur les lignes de garde, donc la gestion des remplacements, il me faut quelqu'un pour assurer ma garde, etc. Donc voilà, on avait parti de certains postulats. Donc ce docteur, ce praticien nous a dit voilà, moi je veux que ce soit une application qui soit accessible sur différents supports de mobilité, comme des smartphones, des tablettes. D'accord. On se rend compte que les praticiens sont souvent équipés de ce genre d'outils. De collecter aussi auprès de l'ensemble de mes praticiens leur disponibilité, voire même éventuellement leur indisponibilité. D'accord. Donc parce que si je veux soumettre ou proposer une garde, eh bien, je veux savoir si mon collègue, lui, est susceptible de pouvoir la prendre, cette garde. Donc on va mettre en place un espace collaboratif où je vais pouvoir déclarer mes disponibilités, mes indisponibilités. Et après, il nous a dit, voilà, dans les processus, ce que j'aimerais que mes praticiens puissent faire, c'est donner leur garde, éventuellement, à qui ils veulent, s'ils se sont mis d'accord dans les couloirs. Ou, voilà, donc voilà, je te donne ma garde, mais je formalise mon don de garde. Donc voilà, donc, je vous le présenterai après. Ensuite, je vais pouvoir prendre une garde. On s'est encore mis d'accord avec un praticien, je peux prendre ta garde. D'accord. Ensuite, il y a l'échange de garde. On échange tous les deux, on intervertit nos gardes. OK. Mais tout ça, évidemment, en lien direct avec la tableau de service. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va voir, on va le voir, hein, une fois qu'on a acté ces échanges, ces dons, ces prises, par un système de workflow et de messages et d'alerte éventuellement à mon chef de service, eh bien, le but du jeu, c'est de mettre à jour en temps réel après les tableaux de service et de contrôler tout ce qui est légal, tout ce qu'on a abordé avant avec les différentes réformes, les différents seuils, mes repos de sécurité, etc., etc. Donc du coup, ce que je vous propose, on va illustrer tout ça maintenant et on va se connecter à Chronos. C'est ça. Donc, pour vous illustrer ce que je viens de vous expliquer, je vais mettre dans la peau d'un praticien. Je suis un praticien, d'accord.
j'arrive dans mon espace, ce qu'on appelle le self-service de Chronos, où je vais pouvoir gérer mon compte, d'accord, donc pouvoir consulter mes différents compteurs de temps, etc. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Notamment, je vais pouvoir consulter mon tableau de garde, mes lignes de garde, de mon UF, de mes différents pôles, etc. Donc, au travers de cet outil, qui est donc le tableau de garde, je vais pouvoir consulter mon organisation, mes différentes lignes de garde, d'accord, par UF, par pôle, etc., sur les différents jours d'une semaine. Ok. Et moi, ici, je suis le docteur numéro 8. D'accord. Je suis docteur 8. Et j'ai une indisponibilité, je vous rappelle que c'est le thème de cette session, j'ai une indisponibilité par exemple pour le vendredi soir prochain. Qu'est-ce que je peux faire? Dans un premier temps, je peux, en cliquant ici par exemple, en cliquant sur moi-même, je peux donner ma garde, proposer ma garde à mes collègues. Donc je dis tiens, je vais proposer ma garde. Une fois que j'ai choisi donc de proposer ma garde, je vais retrouver l'ensemble des praticiens qui ont déjà à minima la même compétence ou la compétence pour assurer cette garde. D'accord? C'est un postulat de base. Si c'est une garde hélico, il faut bien que j'ai la compétence hélico pour pouvoir l'assurer. Donc pour le coup, ici, je vais déjà vous ressortir les praticiens compétents pour assurer cette garde. C'est une possibilité de paramétrage. Ensuite, vous avez la notion ici de disponible, indisponible. Je vous l'ai expliqué en préambule de cette présentation. Le praticien va pouvoir se déclarer disponible ou non disponible. Mais on peut avoir différents niveaux. On peut avoir totalement disponible, moyennement disponible, pas du tout disponible. Ce qui fait que je vais pouvoir me rabattre peut-être sur des praticiens moyennement disponibles si je ne trouve personne. D'accord? Donc là, ici, voilà, je peux soumettre ma garde. Alors, je peux la soumettre soit à tout le monde et après il se débrouille. Ça sera au chef de service de valider. Ou bien je peux choisir, je peux cibler à qui je peux fournir ma garde. Donc ça, c'est la première méthode, c'est je propose ma garde. D'accord? Et mais après, on verra côté de la personne qui réceptionne ce don de garde, on verra comment ça se passe. Ensuite, je dis tiens, je me suis mis d'accord avec le docteur 4, je vais prendre sa garde, il est OK pour que je prenne sa garde. Donc je prends sa garde, moi je suis en SMUR, mais par contre je me dis tiens, tu vas prendre ma garde en régule. Eh ben non, je ne suis pas compétent pour prendre la garde en régule. Donc là, c'est pour illustrer le fait que la notion de compétence est très importante. Si je ne porte pas la compétence, si je n'ai pas la compétence, ce n'est pas un self-service au sens où je prends tout ce qui traîne. D'accord? Je contrôle les choses. Voilà l'intérêt d'avoir un outil où on a aussi un référentiel RH derrière et porté par Chronos. Et enfin, possibilité, je prends la garde. Donc là, je peux prendre la garde de mon collègue docteur numéro 4 et je dis, OK, donc on s'est mis d'accord, hein, ce n'est pas un outil qui coupe la communication au sein des services, je prends ta garde. Mais là, je formalise et je vais surtout tracer ces demandes de garde. Une fois cette garde prise, je vais alerter ici le docteur 4 que, eh ben ça y est, le docteur numéro 8 me propose de prendre sa garde. Et là, moi, je dis, je valide ou je refuse ce don de garde. D'accord? Donc, vous voyez, il y a une notion de message interactif. Je renseigne la cible et le receveur donc de tout ce qui se passe. Et si c'est accepté, après, mon docteur numéro 8, lui, hop, il va être alerté que sa garde a bien été prise, on peut mettre des messages, etc. etc. Manipulation ultime. C'est bien beau, les praticiens ont fait leur petite tambouille entre guillemets entre eux, ils se sont échangés, on a pris, on a donné, etc. Mais il y a quand même le chef de service qui, lui, a son mot à dire dans l'organisation et va pouvoir acter ces changements. C'est une possibilité aussi, c'est-à-dire avoir un N+2, par exemple, ou quelqu'un qui va valider cette communication et ces échanges de garde pour assurer les remplacements des lignes de garde. Donc là, ici, le chef de service, sur le portail d'accueil manager donc, de Chronos, donc sur son espace d'accueil, lui, il est alerté que le docteur 4 et le docteur 8 ont fait quelque chose, d'accord? En l'occurrence, ils se sont échangés des gardes ou ils se sont donnés des gardes. Eh bien, charge à lui après de valider ou de refuser cet échange. Il a son mot à dire. D'accord? C'est une possibilité de paramétrage. Et la finalité, en fait, et on va boucler la boucle, cette validation va intervenir et va alimenter directement vos tableaux de service, où là, je vais pouvoir contrôler l'ensemble du légal sur cette partie de droite, d'accord? On l'a vu tout à l'heure. Est-ce que je respecte bien toutes les contraintes ou pas? D'ailleurs, si je ne les respectais pas, eh bien ici, je serai alerté, voire même je peux bloquer qu'il n'y a pas de repos de sécurité, etc., etc. Et je peux surtout aussi contrôler le bien fondé de mon organisation au travers des indicateurs bad planning que vous avez ici, savoir si ma ligne de garde est couverte ou pas,
Et si personne n'était d'accord, eh bien, je pourrais même porter, moi, responsable de service, en plus, le vice à chercher, voir dans l'organisation, si j'ai des praticiens qui seraient présents, parce que là, voilà, je n'arrive pas vraiment. Mes praticiens ne se sont pas mis d'accord pour échanger des gardes et autres. Donc, moi, je vais chercher moi-même, je suis chef de service, je cherche dans l'établissement si j'ai quelqu'un qui peut répondre à mes attentes. Voilà pour la partie PM, ce qu'on voulait vous montrer très rapidement. Donc voilà, une solution digitale qui va vous permettre donc, de faire ces échanges pour combler donc, un déficit de personnel. Je passe la parole à Antoine pour la partie PNM. Effectivement, sur la partie personnel non médicale, nous, chez MedGo, on a développé une plateforme qui permet de gérer les remplacements efficacement, comme on le disait en introduction, pour faire gagner du temps aux cadres de santé, aux RH, aux personnes d'astreinte, réduire le recours à des agences extérieures qui peuvent coûter cher et fidéliser et construire un réseau de remplaçants de confiance, soit à l'échelle d'un établissement, soit en mutualisant aussi, en créant de la mobilité entre des établissements, soit au sein d'un GHT, soit au sein d'un groupe d'EHPAD, de cliniques par exemple. Comment ça marche concrètement? Un établissement va, une fois inscrit sur MedGo, va inviter l'ensemble de ses salariés et vacataires à s'inscrire sur son réseau, sur la plateforme. Et ensuite, à chaque besoin de remplacement, un ou une cadre de santé va pouvoir poster une mission en 30 secondes sur la plateforme. Instantanément, tous les remplaçants compétents et disponibles vont être alertés par SMS et vont pouvoir postuler directement en répondant un code dans le SMS. Et ensuite, le ou la cadre qui a posté la mission va pouvoir sélectionner le remplaçant le plus compétent ou le plus pertinent selon différents critères. Cela étant dit, je vais vous montrer à quoi ça ressemble en vous faisant une petite démonstration rapide aussi. Tac. Alors vous voyez, à gauche, vous avez un navigateur internet. Donc MedGo, c'est un logiciel web, on se dit logiciel SaaS. Et vous avez l'interface d'une cadre, par exemple, qui s'appelle Sandrine Dupont. Et à droite, vous avez mon téléphone portable où moi, je vais pouvoir jouer le rôle d'un agent ou d'un vacataire. Je suis inscrit dans le réseau de l'établissement. Je suis ici, Antoine Laurent. On me retrouve. Je suis volontaire et donc je fais partie du réseau de l'établissement. En l'occurrence, vous voyez ici sur mon profil que je suis inscrit avec les compétences IDE jour et IDE nuit. Et on m'a autorisé un certain nombre de services dans l'établissement. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment on va poster une mission. Disons que l'établissement en question, donc un établissement à Lyon pour l'exemple, a une absence pour demain matin dans le service ambulatoire. Il y a un arrêt maladie qui est tombé. Donc là, la cadre qui traditionnellement a plutôt l'habitude de prendre sa liste de remplaçants, d'aller voir ses équipes, sa contre-équipe pour essayer de trouver un remplaçant, va se rendre sur MedGo. Elle va se rendre sur la page Mes missions, donc qui est la deuxième page de MedGo après la page Mon réseau sur laquelle on était. Et elle va cliquer sur le bouton bleu en haut à gauche, poster une nouvelle mission. Et là, elle va arriver sur un formulaire qui va lui demander de compléter 5 éléments. Le premier, c'est le type de mission de remplacement qu'elle souhaite. Est-ce que c'est une mission standard et donc elle va pouvoir avoir plusieurs candidats remplaçants et sélectionner le plus pertinent, ou une mission express, donc la mission va être attribuée au premier répondant. Elle va ensuite choisir l'établissement si elle gère plusieurs établissements. Le service, on a dit que c'était en ambulatoire. La date, on parlait de demain, donc mercredi 30. Et le code horaire, par exemple, 7h, 17h. Et on a dit qu'elle recherchait un ou une IDE jour. Instantanément, ce qui se passe à droite, vous voyez que l'algorithme MedGo va générer la liste de toutes les personnes qui sont disponibles et compétentes pour remplacer demain en ambulatoire sur le créneau horaire spécifié. Et elle peut également spécifier un motif de remplacement qui peut derrière permettre de faire soit les statistiques, soit la gestion administrative des contrats, par exemple, en spécifiant le nom de la personne absente qui doit être remplacée. Voilà, Marie Durand pour l'exemple. La cadre poste la mission en cliquant sur Aperçu avant diffusion, puis sur Envoyer. Et instantanément, tous les remplaçants qui étaient disponibles vont être alertés par SMS. Et on voit bien le message pour la cadre, votre mission X à 17 a bien été créée et tous vos remplaçants disponibles ont été alertés. Donc en cliquant sur Retour à ma mission, la cadre retombe sur le tableau de bord des missions avec un zoom sur la mission qui vient d'être postée, qui est en rouge, comme vous le voyez, en statut
non pourvus. On retrouve le nom de l'établissement, Hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc, la date, l'horaire, le service et la compétence recherchée. Et la mission est en attente de candidats. Moi qui étais vacataire, j'étais dans la liste des destinataires parce que j'étais disponible. J'ai reçu un SMS. Urgent, l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc a besoin de vous le 30 mai de 7h à 17h en ambulatoire. Postulez en cliquant sur le lien suivant ou en répondant XA17. Donc là, si j'ai un smartphone, je peux cliquer sur le lien et aller postuler en ligne sur mon smartphone. Mais je peux aussi directement répondre au SMS, le code mission qui est spécifié dans le SMS. Le SMS permet de créer encore plus de réactivité et d'inclure tout le monde, même les personnes qui n'ont pas de smartphone, qui sont moins digitales. Le SMS étant vraiment un moyen universel de communication. Donc si je suis disponible pour la mission demain et je souhaite me porter candidat, je réponds XA17 au numéro qui vient de m'écrire. C'est un SMS qui évidemment n'est pas surtaxé, hein, qui est un SMS normal. Et je reçois instantanément un SMS de confirmation. Merci d'avoir postulé. L'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc va vous répondre. Medgo en profite pour faire deux choses. Un rappel des obligations en termes de temps de travail et m'inviter à aller voir s'il y a d'autres missions de remplacement disponibles. Du côté de la cadre, elle est alertée par email qu'il y a un nouveau candidat pour sa mission de remplacement. Et donc si elle retourne sur sa page à gauche sur la plateforme Medgo, le bouton en attente de candidat est devenu bleu et cliquable, voir les deux candidats. En cliquant sur ce bouton, elle voit les deux candidats qui se sont positionnés sur la mission. Ce qui est intéressant ici à noter, c'est qu'on fait un rappel des heures qui ont déjà été travaillées dans la semaine, dans le mois et dans l'année pour chacun des agents, salariés ou vacataires qui se positionnent. Et dans le cas où on s'interface avec le logiciel de gestion des temps, comme on le fait avec Chronos chez Asis, on permet aussi d'afficher l'information des missions qui ont été faites non pas seulement sur Medgo, mais aussi en lien avec le planning, pour que la cadre puisse avoir toute l'information pour choisir la personne la plus pertinente pour la mission. Donc là, si la cadre me choisit, par exemple, parce que je suis le plus compétent ou parce que j'ai fait moins d'heures, elle clique sur « Choisir »,« Confirmer ». Et vous voyez qu'il se passe deux choses. À gauche, la mission passe en vert, elle met « Attribuer ». Et à droite, je reçois un SMS de confirmation, mission XA17 confirmée, où on me redonne le détail des missions. Deux choses importantes pour terminer. Tous les remplaçants reçoivent aussi un SMS de rappel la veille pour éviter les oublis. Et également, dans le cadre de l'interface avec le logiciel de gestion des temps, la mission, une fois qu'elle est validée et acceptée sur Medgo, elle va pouvoir directement aller s'intégrer dans le planning de Chronos. Non, c'est bon, merci. Donc, voici pour notre session sur ce focus sur la gestion des remplacements, de l'absentéisme, etc. Est-ce que vous avez des questions? Pas forcément en séance si vous le souhaitez. Sinon, vous nous rejoignez sur notre stand. Nous sommes en P62, je crois. C'est ça, je ne me suis pas trompé. Donc, nous sommes au P62. Nous sommes présents avec Medgo. Donc, vous aurez Asis et Medgo. On pourra même détailler un peu plus parce que là, on n'a vraiment que 40 minutes pour vous faire cette présentation. Donc on peut détailler, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Je vous invite également, parce qu'on a fait beaucoup de références à des chiffres, de télécharger sur le site de Medgo le livre blanc qu'ils ont établi. D'accord? Donc ça vous pouvez, vous avez l'adresse. Et puis ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera sur le stand en P62 pour approfondir certains points. Mais on est à votre disposition si vous voulez qu'on réponde à certaines questions. Merci beaucoup.